Les salles d'audience sont en général des lieux de conflit juridique, pas de violence. Mais parfois, tout bascule. Et les accusés se retrouvent au cœur de drames qui dépassent l'imagination. Voici 8 personnes condamnées qui ont trouvé la mort, en plein tribunal. Numéro 1. David Paradiso. L'histoire de David Paradiso est aussi tragique que troublante. Tout a commencé en décembre 2006 avec son arrestation pour un crime particulièrement atroce. La mort suspecte de sa petite amie Eileen Pelt. Ils étaient ensemble depuis à peine quelques semaines quand le drame s'est produit. À l'arrière d'une voiture conduite par Deborah, la propre mère de David. Elle affirmera plus tard n'avoir jamais entendu les deux jeunes se disputer, jusqu'à ce jour-là. Dans un geste incompréhensible, David poignarde Eileen à la gorge. Sa justification ? Selon lui, elle allait le tuer si lui n'agissait pas le premier. Ce qui suit est encore plus déroutant. Malgré la gravité de ce qu'il venait de faire, David oblige sa mère à le conduire de Lodi, en Californie, jusqu'à Amador County, soit un peu plus de 24 km. Là, il abandonne le corps d'Eileen en bord de route. Ceux qui découvrent l'affaire sont choqués par tant de froideur. Pour expliquer l'inexplicable, sa défense affirme que David était sous l'emprise de méthamphétamine. Il est arrêté et formellement inculpé. Mais ce n'est que le début de cette affaire étrange. Lors du procès, en mars 2009, les choses prennent une tournure encore plus inattendue. Il faut revenir quelques semaines en arrière. La mère de David, Deborah Paradiso, s'inquiétait profondément pour la santé mentale de son fils. Elle voyait chez lui des signes inquiétants. Une tristesse permanente dans son regard, un comportement instable. Elle craignait même qu'il ait une arme, elle en informe les autorités. Mais la fouille de sa cellule ne donne rien. Les soupçons de Deborah sont écartés. Elle dira plus tard que ce manque d'écoute a directement contribué au drame qui s'est déroulé ensuite. Car lors de son audience, David monte à la barre pour témoigner sur la mort d'Eileen. Et là, revirement total. Il abandonne l'idée qu'il aurait agi par peur. Il dit cette fois qu'il l'a tuée parce qu'elle ne méritait pas de vivre. Ce changement brutal de version est à la fois fascinant et alarmant. Le procès est suspendu quelques instants. Deborah, bouleversée, quitte la salle d'audience en larmes. Elle venait de dire qu'elle était contre la décision de faire témoigner son fils. Elle jugeait son état mental bien trop fragile. Cette réaction provoque un léger flottement dans les débats. C'est précisément à ce moment-là que David passe à l'acte. Il s'approche de la juge Cinda Fox par derrière et l'attaque avec une arme blanche dont la nature exacte reste floue. Il la poignarde plusieurs fois et tente aussi de la frapper à main nue. Des personnes présentes essaient d'intervenir, mais c'est le détective Loy, Eric Bradley, qui finit par dégainer son arme. Il ouvre le feu. 4 balles atteignent David Paradiso. La juge Fox, malgré ses blessures, est évacuée sur une civière et parvient à se remettre. David, lui, succombe à ses blessures sur place. Cette scène d'une rare violence a laissé un profond traumatisme, autant dans la salle d'audience que dans la famille de l'accusé. Deborah, sa mère, et Aaron, son frère, sont anéantis. Ils affirment que toute cette tragédie aurait pu être évitée si les autorités avaient pris au sérieux la dégradation de l'état mental de David. Aaron ajoute que son frère souffrait de schizophrénie paranoïde, une maladie diagnostiquée et bien connue. Selon lui, David n'aurait jamais dû être autorisé à témoigner dans l'état psychologique où il se trouvait. Numéro 2. Klaus Grabowski. L'histoire de Klaus Grabowski commence en Allemagne. Très vite, la police le reconnaît comme un délinquant multirécidiviste. Il est finalement arrêté pour avoir étranglé un enfant. Mais à la surprise générale, il n'écope que d'une simple mise à l'épreuve. On aurait pu croire qu'un tel sursis le pousserait à changer. Mais il n'en fut rien. Quelques années plus tard, il est de nouveau interpellé, encore une fois pour des actes liés à des enfants. Cette fois, la justice se montre bien moins clémente. Grabowski est alors sur le point de commettre l'horreur absolue, un acte qui va déclencher une scène inoubliable en plein tribunal. Au cœur de ce drame, une femme, Marianne Bach. Née le 3 juin 1950 en Allemagne de l'Ouest. Son enfance est marquée par la violence, un père brutal, une mère qui l'abandonne alors qu'elle est encore adolescente. À 16 ans, Marianne devient mère pour la première fois, mais doit confier son enfant à l'adoption. 2 ans plus tard, elle est de nouveau enceinte et subit une agression violente juste avant l'accouchement. Ce deuxième enfant aussi, elle devra le laisser partir. Puis vient le 14 novembre 1972. Marianne donne naissance à son 3e et dernier enfant. Une adorable petite fille qu'elle appelle Anna. Elle l'élève seule. Pour s'en sortir, elle travaille comme serveuse. Mais leur quotidien reste instable. Marianne passe de longues heures à la barre. Plusieurs de ses connaissances remarquent qu'Anna est souvent livrée à elle-même. Elle dort même parfois dans un coin du bar où sa mère travaille. Le drame commence le 5 mai 1980. Ce matin-là, Marianne et Anna se disputent violemment. Anna, 7 ans, bouleversée, part de la maison, mais décide finalement de ne pas aller à l'école.
C'est alors que Klaus Grabowski, un voisin du même immeuble, l'aborde. Il l'invite à venir jouer avec ses chats dans son appartement. Anna accepte. Mais une fois à l'intérieur, Grabowski la séquestre. Pendant des heures. Puis, dans un geste d'une cruauté insoutenable, il l'étrangle. Avec un collant appartenant à sa fiancée. Il met ainsi brutalement fin à la vie d'une petite fille innocente. Il ne s'en sortira pas. Quand sa fiancée découvre l'horreur, elle prévient immédiatement la police. Le corps d'Anna est retrouvé au bord d'un canal. Grabowski est arrêté dans la foulée. Le procès s'ouvre le 3 mars 1981. Dès les premières audiences, Grabowski tente de rejeter la faute sur Anna elle-même. Il affirme, dans un récit tordu et ignoble, qu'elle l'aurait provoqué, qu'elle lui aurait demandé de l'argent et menacé de le dénoncer. Il se pose en victime. Pour Marianne, qui a déjà traversé l'insupportable, c'en est trop. Elle décide de se faire justice elle-même. Le 6 mars, lors d'une audience qui semblait pourtant banale, elle se présente au tribunal. Sous ses vêtements, elle cache un pistolet Beretta calibre 22. Quand elle aperçoit Grabowski dans le box, elle réagit sans hésiter. Elle tire 7 balles, 6 d'entre elles font mouche. Grabowski meurt sur place. Une vidéo de la scène montre une Marianne impassible, déterminée, le visage fermé. Même lorsque les agents de sécurité interviennent pour l'arrêter, elle ne montre aucun signe de remords. Marianne Bach sera condamnée à 6 ans de prison pour homicide volontaire. Elle n'en purgera que 3. Elle décède en 1996 d'un cancer du pancréas. On l'enterre aux côtés de sa fille Anna. Numéro 3. Slobodan Praljak. Cette affaire-là suit une trajectoire très différente. Elle nous ramène en 2017 lors d'une audience surréaliste à La Haye où un accusé s'est donné la mort en plein tribunal. Slobodan Praljak, un nom qui a marqué les esprits. Praljak était un haut commandant bosno-croate, né en Yougoslavie en 1945. Son parcours au départ semble plutôt classique. Études supérieures, carrière de professeur, création d'une entreprise d'électronique. Mais tout bascule avec la guerre d'indépendance croate en 1991. Il rejoint les forces armées croates et grimpe les échelons jusqu'au grade de général. Il devient une figure centrale du conflit. Mais ce rôle majeur s'accompagne, selon plusieurs témoignages, de crimes de guerre. Attaques contre des lieux de culte, pillages, violences contre des civils. Il est également accusé d'avoir dirigé un camp tristement célèbre, celui de Dretelj, où des hommes bosniaques auraient été maltraités et torturés. Une fois la guerre terminée, en 1995, Praljak retourne à la vie civile. Il devient homme d'affaires, crée une société de production, lance une entreprise de tabac, publie pas moins de 25 livres. Il donne l'image d'un homme reconverti, cultivé, réinséré. Mais au début des années 2000, le passé refait surface. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, basé à La Haye, l'inculpe, aux côtés de 5 autres hommes, pour crimes de guerre. L'acte d'accusation est lourd. Violation des conventions de Genève, non-respect des lois de la guerre et crimes contre l'humanité. Ces accusations découlent de son rôle haut placé dans la hiérarchie militaire, à un moment où de nombreuses atrocités sont commises. Le tribunal affirme que Praljak a soit donné les ordres, soit laissé faire en pleine connaissance de cause. Le procès débute en avril 2006. Il durera environ 7 ans. En 2013, le verdict tombe. Praljak est reconnu coupable. Il écope de 20 ans de prison. Il clame son innocence, fait appel. 4 ans plus tard, en novembre 2017, la Cour confirme certaines parties du jugement et en annule d'autres. Mais sa peine, 20 ans d'emprisonnement, reste inchangée. À ce moment-là, il a déjà purgé environ 13 ans. Il lui en reste donc 7 à faire. Mais Praljak ne l'entend pas ainsi. À la fin de l'audience, à la stupéfaction générale, il s'adresse au juge. « J'ai bu du poison, dit-il, après avoir porté un petit flacon brun à sa bouche. Panique immédiate dans la salle. Le rideau est tiré, les secours sont appelés. Praljak est transporté d'urgence à l'hôpital, mais il meurt quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque. Comment un détenu dans une cour internationale ultra sécurisée a-t-il pu introduire du poison? Malgré des contrôles poussés, les enquêteurs ne parviennent jamais à expliquer comment il a pu contourner les mesures de sécurité. L'origine exacte de la substance toxique reste, à ce jour, inconnue. Cette mort spectaculaire soulève de nombreuses réactions. Pour certains anciens juges du TPUI, c'est une tragédie, car elle prive les victimes de guerre d'une forme de justice. Pour d'autres, c'est un geste calculé, destiné à marquer les mémoires. Dans tous les cas, la disparition de Slobodan Praljak laisse une trace complexe et de nombreuses zones d'ombre dans l'un des chapitres les plus sensibles de l'histoire des Balkans. Numéro 4. Angelo Sil. L'histoire d'Angelo Sil est à la fois déroutante et terriblement vraie. Imaginez un accusé qui meurt en plein tribunal. Non pas à cause d'un accident ou d'un malaise,
mais parce qu'il tente d'agresser un témoin. En pleine audience. Cela semble irréel et pourtant, tout s'est passé exactement comme vous allez l'entendre. L'enfance d'Angelo reste assez floue. On sait peu de choses sur ses premières années. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il avait des liens avec un gang redouté. Les Tongan Crips, un groupe criminel actif dans plusieurs États américains, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. À 25 ans, Angelo est cité dans une vaste affaire de racket impliquant 17 membres du gang. L'acte d'accusation comporte 29 chefs d'accusation liés au crime organisé. En 2014, il est de nouveau poursuivi pour de nouveaux actes criminels présumés en lien avec ses activités dans le gang. Et c'est là que tout dérape. Le procès a lieu dans un tout nouveau tribunal, littéralement inauguré une semaine plus tôt. Et ce détail aura toute son importance. Un problème de communication survient entre le juge et le marshal chargé de la sécurité dans la salle. D'après le FBI, cette erreur a été décisive. En règle générale, les accusés sont menottés ou entravés pendant les audiences pour éviter tout comportement dangereux. Les marshals reçoivent une notification claire indiquant si la personne est attachée ou pas. Mais dans ce nouveau bâtiment, certains éléments manquaient, comme des nappes spéciales sur les tables, qui signalent si un prévenu est libre de ses mouvements. Résultat, plusieurs agents de sécurité ignoraient qu'Angelo n'était pas attaché. Et il en a profité. Alors qu'un témoin est appelé à la barre, Angelo se lève discrètement, saisit un stylo posé sur la table et fonce sur le témoin. Un marshal réagit immédiatement et lui ordonne de lâcher l'arme. Le témoin parvient à s'échapper en courant, pendant que d'autres dans la salle essaient d'intervenir. Mais Angelo est déterminé. Il continue son attaque. C'est à ce moment-là qu'un marshal ouvre le feu. 4 balles atteignent Angelo en pleine poitrine. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, mais il meurt peu après des suites de ses blessures. Le marshal responsable des tirs ne sera jamais publiquement identifié. Et aucune poursuite n'est engagée contre lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La famille d'Angelo dépose une plainte pour homicide injustifié contre le marshal et les services de sécurité fédéraux. Elle affirme que les 4 tirs constituaient une force excessive. L'affaire attire rapidement l'attention nationale. Et en 2018, après 4 ans de bataille judiciaire, un juge ordonne la diffusion publique de la vidéo de la fusillade. L'avocat de la famille, maître Robert Sykes, déclare que les 3 dernières balles ont été tirées alors qu'Angelo était déjà à terre. Selon lui, ces tirs étaient injustifiables. Mais le juge Da n'est pas de cet avis. Il estime qu'Angelo était clairement en train d'attaquer un témoin et que l'intervention du marshal était nécessaire pour éviter une tragédie. Il rejette donc la plainte. La famille choisit de ne pas faire appel, et peu à peu, l'affaire disparaît du débat public. Numéro 6. Brian Nichols. La fusillade dans le tribunal d'Atlanta en mars 2005 reste l'un des épisodes les plus choquants et tragiques de l'histoire judiciaire des États-Unis. Au cœur de cette journée sanglante, un homme, Brian Nichols. Ses actes ce jour-là allaient bien au-delà des murs du palais de justice du comté de Fulton, en plein centre-ville d'Atlanta. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière. Né en 1971, Brian Nichols a grandi dans un foyer brisé. Très tôt, il est confronté à des difficultés, des conflits familiaux et des démêlés avec la justice. Malgré cela, il parvient à finir le lycée et entame brièvement des études universitaires. Mais sa vie prend une tournure bien plus sombre lorsqu'il plonge dans des activités illégales, notamment liées à des délits de drogue. Son parcours criminel l'amène finalement devant les tribunaux en 2005. Ce matin de mars, Nichols est escorté jusqu'au tribunal pour y être jugé. Ce qui aurait dû être une audience ordinaire va se transformer en véritable cauchemar. Tout commence quand il parvient à maîtriser une shérif adjointe, lui prend son arme et l'abat. Ensuite, armé, il entre dans la salle d'audience et tire sur le juge-président, Roland Barnes, ainsi que sur la sténographe judiciaire, Julianne Brando. Tous deux sont tués sur le coup. Nichols prend la fuite. Il quitte le bâtiment, déclenchant une chasse à l'homme d'une ampleur nationale et plonge la ville d'Atlanta dans la terreur. Pendant 26 heures, il sème la panique. Détournement de voitures, nouvelles fusillades, prise d'otages. Il parvient à échapper aux forces de l'ordre, tout en faisant la une des médias à travers le pays. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est la fin de cette cavale. Nichols s'introduit dans l'appartement d'une femme et la prend en otage. Mais au lieu de continuer à fuir, il change brusquement d'attitude. Il la relâche, indemne, et se rend à la police. Pourquoi ce revirement? Personne ne le sait vraiment. Certains pensent qu'il a eu une prise de conscience. D'autres estiment qu'il était simplement à bout de force et savait que son arrestation était inévitable. Son procès pour cette série de crimes commis dans et autour du tribunal attire une immense attention médiatique. En novembre 2008, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, malgré la défense qui plaide l'aliénation mentale. Il est condamné à plusieurs peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.
Cette fusillade a laissé une trace indélébile pour la ville d'Atlanta, pour les familles des victimes et pour l'ensemble du système judiciaire américain. Elle soulève une question cruciale. Comment un accusé a-t-il pu mettre la main sur une arme à l'intérieur même d'un tribunal? En réponse, de nombreux tribunaux à travers le pays revoient leur protocole de sécurité. Mais ce drame met aussi en lumière un autre point sensible. La santé mentale dans le cadre judiciaire. La défense de Nichols insistait sur le fait qu'il n'était pas dans un état mental stable lors des faits. Cela interroge sur la manière dont le système traite les personnes souffrant de troubles psychiques. Numéro 7. Michael Marin. L'histoire de Michael Marin est à la fois fascinante et complètement déroutante. Tout avait pourtant bien commencé. Diplômé de la Brigham Young University, puis de la prestigieuse université de Yale en droit, il démarre sa carrière à Wall Street. Il travaille pour de grands noms de la finance comme Lehman Brothers, Merrill Lynch ou encore Salomon Brothers. Grâce à ses revenus colossaux, Marin mène une vie de rêve, maison luxueuse, voyage autour du monde, collection d'art incluant des œuvres de Picasso, rien ne lui manque. Il va même jusqu'à gravir l'Everest au début des années 2000. Marié, père de 4 enfants, il semble incarner la version la plus flamboyante du rêve américain. Mais tout bascule lorsqu'il commence à accumuler les dettes. Il prend du retard sur les paiements de son immense propriété à Phoenix, en Arizona, une maison estimée à environ 2,5 millions de dollars. Il essaie tout pour la sauver. Même l'idée assez étrange de la faire gagner par tirage au sort lors d'un gala de charité. Mais rien ne fonctionne. Son désespoir grandit, jusqu'à ce qu'il commette un acte aussi risqué qu'insensé. Un jour, sa maison prend feu. Les flammes engloutissent tout. Puis, au milieu de cette scène infernale, Michael Marin en sort vivant. Mais ce n'est pas tout. Il ne porte pas des vêtements de survie ou de protection contre les flammes. Non, il est habillé, comme pour faire de la plongée sous-marine. Quand les secours arrivent, il tombe sur un ancien trader de Wall Street en combinaison de plongée complète, avec masque et réservoir d'air. Une scène surréaliste. La raison? Marin avait monté un plan totalement improbable. L'idée était simple, sur le papier. Mettre feu à sa maison, respirer grâce au matériel de plongée pour s'échapper sans dommage, puis encaisser l'assurance pour régler ses dettes. Mais rapidement, tout s'écroule. Premier signal d'alerte pour les enquêteurs. Qui garde une combinaison de plongée parfaitement prête dans sa chambre en cas d'incendie? Deuxième élément. L'expertise révèle que le feu a été déclenché de façon intentionnelle, en 4 endroits différents de la maison. Des annuaires téléphoniques avaient même été utilisés comme accélérateurs. Plus de doute possible, c'était un incendie criminel avec intention de fraude à l'assurance. Et Michael Marin allait en payer le prix fort. Reconnu coupable d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, il risquait entre 7 et 21 ans de prison. Le procès commence en mai 2012. L'ambiance est lourde. L'issue semble inévitable. En juin, le verdict tombe, coupable. Une caméra capte sa réaction en direct dans la salle d'audience. Il devient rouge vif, porte une bouteille de sport à ses lèvres et s'effondre quelques instants plus tard. Panique dans la salle. Plusieurs personnes se précipitent vers lui. Les secours arrivent. Il est emmené d'urgence à l'hôpital. Mais il est trop tard. Michael Marin meurt peu après, emporté par ce que l'autopsie confirmera comme un empoisonnement volontaire, très probablement au cyanure. Numéro 8. William Strier. Cette histoire est un peu différente des précédentes, mais elle mérite qu'on s'y attarde. En 2003, William Strier se retrouve au centre d'un événement dramatique et violent. Juste devant un palais de justice. Un moment qui va définitivement changer le cours de sa vie. Ce jour-là, Strier ouvre le feu sur un avocat, Gerald Curry. L'attaque est captée en direct par la caméra d'un journaliste TV qui, par pur hasard, était là pour couvrir un autre procès. Celui de l'acteur Robert Blake, sans aucun lien avec cette affaire. Les images sont glaçantes. Strier, armé de 2 pistolets, tire 5 balles. Il vise le cou, les bras, l'épaule. Curry, pris au piège, tente désespérément d'échapper à la mort. Il esquive, se courbe sous un arbre, lutte pour survivre. C'est un miracle s'il reste en vie. L'agression choquante conduit à l'ouverture d'un procès. En janvier, Strier est reconnu coupable de tentative de meurtre. Ce jugement marque le début d'un chemin judiciaire qui aboutira à une condamnation extrêmement lourde. La prison à vie, plus 25 années supplémentaires. Mais pourquoi une telle violence? Le procès révèle une histoire de rancune et d'argent. Strier en voulait profondément à Curry, l'avocat qui avait géré un fonds fiduciaire de 98 000 $. Une somme que Strier avait reçue après un accident de voiture. Il estimait que l'argent avait été mal utilisé, voire volé. Cette obsession autour de ce conflit financier a fini par se transformer en acte irréparable. Ce qui glace encore davantage, c'est l'attitude de Strier juste après l'agression.
Il s'éloigne tranquillement de la scène, range ses armes comme si de rien n'était et lance. Voilà ce qui arrive quand on prend mon argent. Une phrase qui restera gravée dans l'esprit de ceux qui ont assisté à la scène. Une violence froide, brutale, préméditée. Pendant le procès, sa défense essaie de présenter une autre version. Elle affirme que Strier était convaincu d'avoir été trahi, manipulé. Selon eux, il aurait agi dans un état second, poussé par un sentiment d'injustice, plus que par une réelle intention de nuire. Mais Gerald Curry, la victime, voit les choses autrement. Pour lui, Strier représentait un danger pour la société. Il se dit soulagé de la condamnation, persuadé que cet homme ne devait plus jamais être en liberté. Au-delà de ses blessures physiques, Curry dit avoir gardé une peur durable, celle de croiser à nouveau un homme capable d'une telle violence pour une affaire de confiance mal digérée. L'histoire de William Strier est un rappel glaçant. Elle montre à quel point les rancunes personnelles, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent exploser, jusqu'à produire l'irréparable. Et elle pose une question plus large. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller quand ils pensent que la justice ne les a pas entendus?